bonjour à tous. Bonjour monsieur le directeur adjoint du cabinet du ministère des Transports, monsieur le responsable de la mobilité du Sénégal et madame la commissaire du FISAT. Et voilà, bonjour à tous. Donc oui, nous allons parler du coup de la problématique du transport multimodal en Afrique. Donc vraiment de la mobilité urbaine. Donc on parlait avant de l'échelle régionale. Là, on va se focaliser un peu sur nos villes africaines. Et du coup, de la thématique vraiment de la mobilité pour tous les modes de transport. On a parlé déjà hier et sur les différents panels de la problématique des villes qui sont du coup en croissance. Une croissance du coup qui est rapide, qui est vraiment très forte. Cette croissance va engendrer et engendre déjà des déplacements dans les villes qui sont donc de plus en plus longs, qui sont contraints, qui sont souvent du coup sur un mode de confort qui n'est pas toujours choisi, qui est difficile. Du coup, ça demande de trouver des actions pour faciliter ça. Ça demande une planification, ça demande aussi des nouvelles infrastructures. Et ça demande aussi une prise en compte du coup de vraiment tous les modes de transport, c'est-à-dire autant des piétons, du transport public, des voitures, des deux roues. Et donc c'est vraiment là-dessus, sur ces sujets qu'on va parler avec nos différents intervenants. On va voir en fait quels sont les dysfonctionnements aujourd'hui, quelles sont les actions qu'on met déjà en place pour les résoudre, quelles sont les perspectives aussi dans le futur pour réussir à dépasser plus de gens dans plus de confort, sans mettre de côté certaines personnes, et du coup comment on fait cette multimodalité, donc cette prise en compte de tous les modes et surtout de tous les modes aussi qu'on utilise dans la chaîne de déplacement. Du coup, pour cela, on va avoir Monsieur Godefroy Conant, conseiller technique à la MUGA, qui va représenter donc Romain Kouakou, qui est le DG de la MUGA, qui nous rejoint. Donc la MUGA, l'autorité de mobilité urbaine du Grand Abidjan. Merci de l'avoir applaudi. Et en deuxième, nous allons avoir Monsieur Latte, qui est directeur du coup de la planification à la SOTRA. Voilà. Donc la société d'exploitation des transports publics d'Abidjan, donc bus et aussi du lagunaire, qui représente Monsieur Meïté Bouaké, qui est le directeur général de la SOTRA. Donc comment ça va se passer ? Je vais vous poser du coup plusieurs vagues de questions, et puis après on prendra un peu comme tout à l'heure quelques questions du public. Les premières questions que je pensais vous poser, c'était peut-être plutôt sur l'actuel, un peu quels sont les dysfonctionnements aujourd'hui et quelles sont les actions mises en œuvre par vos deux organisations pour y remédier. Et puis surtout le rôle aussi de vos deux organisations. Donc je vais commencer par vous, Monsieur Conant. Est-ce que vous pouvez un peu rappeler quelles sont les missions du coup de la MUGA dans le Grand Abidjan ? Et après, parler un petit peu des dysfonctionnements de la mobilité aujourd'hui, quels sont les points durs et quelles sont les actions mises en place aujourd'hui pour y remédier. Ok, merci Madame Dédé. Bien, Manon. Bon, je n'ai pas bien entendu le nom. D'accord. Ok, merci. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, monsieur le directeur de la mobilité, Madame la commissaire générale, Mesdames et Messieurs, pour parler de l'AMUGA, il faut dire que l'AMUGA, c'est l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, qui est née un peu sur les cendres d'une agence qui existait tantôt, qui avait été dissoute en 2016. Et quand le ministre Amadou Koné est arrivé, il a trouvé bon de réaliser une étude diagnostic pour faire un peu la situation de la gestion de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan par un cabinet international. Et c'est ce qui a abouti en 2019 à la création de l'AMUGA avec des missions bien précises. D'abord, l'AMUGA chargée de coordonner et d'organiser tous les modes de transport
dans un périmètre de transport urbain qui a été défini par la loi. Et ce périmètre prend en compte tout le territoire du district d'Abidjan, auquel on ajoute les communes périphériques de Azaguié, Bonois, Grand Bassam et Dabou, si je n'ai pas... Et ensuite, Alépé. Voilà, donc ça fait 19 communes. Et Jacquesville. Donc ça fait 19 communes qui constituent le périmètre qui a été défini comme étant le Grand Abidjan. Donc c'est dans ce territoire-là que l'AMUGA est chargé d'agir. Donc l'AMUGA a créé officiellement en 2019 ses principaux dirigeants, notamment le DG, le président du conseil stratégique, ont été nommés en janvier 2020, mais a commencé véritablement à agir à partir de juillet 2020. Et ce qui a été fait au démarrage des activités de l'AMUGA, c'est de faire un diagnostic. Et l'AMUGA a fait une étude pour voir un peu la situation de la gestion de la mobilité à Abidjan. Et cette étude a débouché sur des activités quick win, des activités qui devaient être réalisées rapidement pour impacter un peu les populations sur les actions à court terme de l'AMUGA. Et ça a permis à l'AMUGA de pouvoir réorganiser la circulation dans certaines zones d'Abidjan, notamment à Makori, à Trècheville, à Port-Boué même. Ensuite, un certain nombre de bailleurs de fonds se sont rapprochés de l'AMUGA, dont notamment l'AFD à travers la Codatu qui appuie aujourd'hui l'AMUGA sur un certain nombre de thématiques pour aider à structurer sa gouvernance et à mener un certain nombre d'actions sur le secteur, notamment au niveau du transport artisanal, qui a besoin de professionnalisation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est le transport artisanal qui assure plus de 70% des déplacements des populations. Mais ce n'est pas un secteur, je dirais, suffisamment bien organisé. Donc aujourd'hui, l'AMUGA agit dans ce cadre-là. Et c'est pour cela que l'AMUGA, dans le cadre de ses activités, ses projets Quick Win, a pu réaliser au niveau de Yopougon, sur ses fonds propres, une infrastructure qui est une tête de stationnement au niveau du premier pont de Yopougon pour le transport artisanal et même la Sotra. Aujourd'hui, la Sotra a commencé déjà à exploiter sa part. Tout récemment, on a pu signer une convention avec un opérateur qui va exploiter l'infrastructure qui a été réalisée au niveau de la clôture de la caserne des sapeurs-pompiers de Yopougon. Mais sur toute cette ligne, on a pu aménager des encoches et des points d'arrêt pour les minibus Baka. Et avec l'appui de la mairie, on a fait une sensibilisation assez forte pour amener les minibus qui stationnaient un peu, entre guillemets, n'importe comment, pour qu'ils puissent stationner sur ces points d'arrêt-là, pour éviter un peu le désordre qui est accompagné par leur circulation avec l'incivisme qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, l'AMUGA a fait un diagnostic de la situation. Mais je pourrais vous parler des perspectives tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour les premières actions qui ont été menées par l'AMUGA pour prendre en main la problématique de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces actions déjà effectives sur le terrain et le sujet de cette tête de stationnement qui va me permettre de me diriger directement vers Monsieur Latte qui exploite aussi cette tête de stationnement pour que vous me disiez un peu voilà, quelles sont les missions de la Sotra et aussi voilà, quelles sont
quels sont un peu les points, vu qu'on sait que la Sotra exploite le réseau de bus, quels sont les clés un peu de fonctionnement de ce réseau de bus? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que vous mettez en place pour les usagers du réseau? Voilà, pour préciser un peu la question et pour vous donner quelques points. Ok, merci beaucoup madame. À mon tour, permettez-moi de remercier le DIRCAB du ministère des Transports, qui est notre autorité de tutelle, ainsi que le représentant de la mobilité, enfin le responsable de la mobilité de Dakar. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis M. Latt. Permettez-moi de rectifier encore tout à l'heure. On a dit que j'étais le directeur de la planification. En réalité, je suis le directeur des études et de la qualité, de la SOTRA. Et donc, pour en revenir à la question, la SOTRA a pour mission... Non, la SOTRA est une entreprise de transport public urbain d'Abidjan qui a été créée depuis le 16 décembre 1960 et avec pour mission le transport dans des conditions de sécurité, de régularité et de confort des personnes et des biens dans le Grand Abidjan et dans toute ville de l'intérieur du pays à la demande du gouvernement. C'est bien de le préciser. Et donc, nous menons bon an mal an notre activité. Mais il faut reconnaître que, comme tout à l'heure, M. Kounan le disait, le transport public, le transport artisanal se paye peut-être la part du lion. Mais il faut reconnaître que la SOTRA n'est pas en reste. La difficulté majeure que nous avons, que nous rencontrons sur le réseau, vient du fait que Abidjan est une ville qui croît assez rapidement. Nous avons l'étalement urbain. L'étalement urbain avec son corollaire de difficultés de déplacement parce que les infrastructures ne sont pas toujours disponibles, ne sont pas toujours réalisées à temps. Et donc, il y a des habitations spontanées qui se créent. Vous avez des quartiers entiers qui sont créés et il n'y a pas de voie pour entrer dans ces quartiers-là. Et donc, bien entendu, dans ces conditions, c'est le transport artisanal. C'est-à-dire le premier et le dernier kilomètre est réalisé soit par des motos ou bien c'est par des woro-woro. Voyez-vous? Et donc, la difficulté que nous avons aussi vient de cela. Vient aussi ensuite du fait que il y a l'incivisme au niveau du transport. Parce que vous allez remarquer, à 18 h à la pointe, un Baka ou un Woro-Woro peut se trouver carrément à la station du bus en train d'appeler les clients. Chose qui n'est pas autorisée, mais bon, donc on fait avec. Et puis, il faut aussi noter de façon, je vais dire, les difficultés que nous avons en interne. En interne, relativement au fait que jusqu'à une période récente, la SOTRA était obligée de composer avec des autobus de seconde main. Bien entendu, la situation a changé depuis 2017 avec les nouveaux autobus que nous avons. Et donc, progressivement, les difficultés que nous rencontrons sont en train de se résorber. Je ne vais pas anticiper sur le thème qui est la mobilité, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, de fait, la mobilité, et la multimodalité du moins, est une réalité à Abidjan parce que, tout à l'heure, je le disais tantôt, le premier et le dernier kilomètre réalisé par les Woro-Woro ou bien des Baka, ou alors même des motos-taxis, mais ensuite, les Woro-Woro et les Baka prennent la relève jusqu'à ce que peut-être l'autobus entre en ligne de compte. Mais malheureusement, tous ces modes que je viens d'énumérer là, il n'y a pas d'infrastructure qui suit. C'est-à-dire que le Woro-Woro est capable de s'arrêter devant la porte d'un particulier pour prendre le client. La moto, on n'en parle pas. Et le Baka, il roule il s'arrête quand il veut. Et donc, du coup, il y a l'insécurité. Mais tout à l'heure, certainement, on va en revenir dessus. Donc, je m'arrête pour le moment ici. Oui, donc si je comprends bien, la difficulté, la première difficulté que vous avez, c'est du coup cette intermodalité qui permet en fait plus d'accessibilité au réseau bus, c'est ça? Répondez s'il vous plaît. C'est-à-dire l'accessibilité vraiment au réseau bus, le confort aux arrêts, c'est ce genre de choses? Oui, les difficultés que nous rencontrons, comme je le disais tantôt, viennent du fait que
il y a l'incivisme. L'incivisme. Il y a aussi l'incivisme parce que les gens, c'est-à-dire, jusqu'à une période récente, il n'y avait pas une autorité qui organise la mobilité. Il n'y avait pas une autorité qui organise la mobilité. Et donc, les difficultés d'ordre structurel que la SOTRA rencontrait ont permis aussi l'émergence de ces modes que nous qualifions d'artisanaux, hein, de ces modes de transport que nous qualifions d'artisanaux, et qui ont profité des difficultés que la SOTRA rencontrait, des difficultés d'ordre structurel qui ne permettaient pas de renouveler le parc automobile que nous avions. Et donc, progressivement, ces modes-là se sont installés. Et bien entendu, comme il n'y avait pas une autorité pour organiser la mobilité, donc, ils se sont organisés à leur niveau. On pourrait parler de désordre organisé, mais vraiment c'est un désordre. Voilà. Donc, c'est une première difficulté que nous rencontrions. Ensuite, lorsque nous avons commencé par avoir des autobus, à partir de 2017, lorsque les premiers autobus neufs acquis par l'État de Côte d'Ivoire au profit de la SOTRA ont commencé à venir, il y a eu, comment on appelle ça, un recul de cette indiscipline, mais la réalité c'est que ça persiste. Ça persiste parce qu'il faut pouvoir les organiser, il faut pouvoir les regrouper, les former aussi. Voilà. Donc, progressivement, les choses sont en train de se mettre en place avec l'avènement de l'AMUGA, qui, rappelons-le, a été aussi un souhait de la SOTRA. Parce qu'en mai 2016, lorsque l'atelier a été organisé pour réfléchir sur les dispositions à prendre pour organiser le transport public urbain, je peux vous dire que la SOTRA était vraiment partie prenante. La SOTRA a appelé l'autorité organisatrice de la mobilité. La SOTRA l'a appelé de tous ses voeux. Parce que sur le réseau, la difficulté que nous rencontrions était vraiment réelle, avec les Yambro qui nous empêchaient quand même d'accéder à certains périmètres qu'ils estimaient être leur périmètre. Je prends le cas de Nangui à Brogua, par exemple, qui était envahi systématiquement à la pointe. Le site propre de Nangui à Brogua qui était systématiquement envahi à la pointe, ainsi que le site propre de Karena qui était envahi. Donc, l'un dans l'autre, c'est ça des difficultés que nous rencontrons véritablement. Et donc, nous espérons qu'avec l'avènement de l'AMUGA, ces difficultés ne seront plus que de lointains souvenirs. Oui. Monsieur Conan, pour répondre à cela, c'est vrai que c'est l'une des missions, et vous le disiez tout à l'heure, de l'AMUGA, de vraiment planifier les transports et du coup comment tous les modes de transport, donc le transport public, justement aussi la place du transport artisanal, enfin vraiment l'ensemble des modes de transport, comment tout ça trouve sa place dans le futur, et aussi avec les projets qui sont planifiés dans le Grand Abidjan. Et donc tout ça, c'est bien l'une des missions de l'AMUGA. Et du coup, quelles sont un peu les perspectives sur l'ensemble de ces sujets? Ok, merci bien. Il faut dire que même avant la création de l'AMUGA, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui de la coopération française, avait élaboré un document de planification intégré urbanisme-transport, qu'on appelle le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Donc, bien avant l'avènement de l'AMUGA, il y a un certain nombre d'infrastructures qui étaient prévues, qui ont commencé à être réalisées, notamment le 3e pont d'Abidjan et d'autres infrastructures qui ont suivi. Et ce document de planification qui a été approuvé en Conseil des ministres va être certainement révisé en fin de cette année ou en début de l'année prochaine, et son horizon de mise en œuvre sera ramené à 2040. Donc il y a ce travail qui est en train d'être fait. Donc toutes les actions qui sont menées par l'AMUGA et par le ministère de l'équipement à travers l'AGEROUTE en termes de réalisation des infrastructures découlent de ce document de planification. Et donc, dans ce document de planification, l'option a été prise, parce qu'aujourd'hui, Abidjan, c'est plus de 6 millions d'habitants, de pouvoir réaliser des lignes de transport de masse. Donc, il y a une ligne de transport de masse qui va quitter à Niamey
sur l'As nord-sud jusqu'à Port-Boué, qui est le métro, qui est réalisé, qui est conduit au plus haut niveau par la primature, avec l'appui technique du BNET qui assure la coordination du projet qui va être réalisé. À côté de cette ligne, il y a une deuxième ligne de transport de masse qui est en cours de développement aujourd'hui. C'est une ligne qui va partir de Yopougon jusqu'à Béjerville, de BRT, avec l'appui de la Banque mondiale à travers un projet qu'on appelle le projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Les entreprises ont déjà été sélectionnées, elles sont en train de se déployer sur le terrain et donc dans un horizon de court et moyen terme, ces deux infrastructures majeures seront réalisées. Mais le thème du panel, c'est la problématique du transport multimodal en Afrique. Cette problématique également a été prise en compte par la MUGA et avec l'appui de l'AFD, aujourd'hui, depuis mai, on a pu signer l'accord de financement d'un projet qu'on a dénommé projet Abidjan Intermodalité pour prendre en compte la question de la multimodalité, pour réaliser des infrastructures de multimodalité, pour permettre aux passagers comment ils changent entre le métro et les autobus La Sotra, entre le métro et le transport lagunaire, entre le métro et le BRT. Donc il y a autour de 32 infrastructures qu'on a dénommées le pôle d'échange multimodaux qui vont être réalisées dans le cadre de ce projet-là pour aider à faciliter les déplacements des populations d'un point A à un point B en utilisant tous les modes de transport qui leur sont offerts de façon confortable. Donc ça, c'est les grands projets qui sont à court terme. Le projet AIM, lui qui est piloté directement, je dirais, par la MUGA, est en train d'être mis en place. Nous avons une unité de gestion qui va être opérationnelle à partir de janvier au plus tard. Et les infrastructures, les études vont être lancées pour pouvoir espérer en en fin d'année 2025, commencer les premiers travaux. Donc voilà un peu le schéma qui est envisagé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le transport artisanal, c'est celui qui assure aujourd'hui, en attendant l'avènement du métro et du BRT, l'essentiel des déplacements des populations. Parce qu'il a une certaine flexibilité et puis comme l'a dit M. Latt, il y a un peu d'incivisme de leur côté, puisqu'il y a une course à la clientèle, souvent au détriment du respect des règles de conduite et tout dans la circulation, et qui sont souvent source d'accidents. Donc la question d'adresser cette problématique du transport artisanal en amenant les acteurs vers la professionnalisation. Donc avec l'appui de l'AFD, nous sommes en train d'élaborer une feuille de route de la professionnalisation de ces acteurs-là. Parce qu'avec l'avènement du métro et du BRT, il va y avoir une profonde réorganisation de ces services de transport qui vont servir avec la Sotra de rabattement vers les stations du métro et du BRT. Donc voilà un peu le schéma qui est en cours de mise en œuvre. Et parallèlement, comme je l'ai dit en début de mon intervention, il y a un certain nombre d'infrastructures planifiées qui sont en cours de réalisation. Parce que le BRT qui part de Yopougon jusqu'à Béjerville va passer sur un couloir central d'un corridor. Et il y a eu le 4e pont qui a été réalisé, mais il y a un certain nombre d'échangeurs qui sont en cours de réalisation sur l'anciennement appelé le boulevard Mitterrand. Aujourd'hui, c'est le boulevard Kofi Gado. 3 infrastructures financées par la coopération japonaise. Il y a une infrastructure qui est en train d'être réalisée par
une entreprise marocaine au Carrefour Faya. Et l'AGEROUTE est en train de finaliser le financement pour la réalisation de la dernière infrastructure, l'échangeur de ce qu'on appelle communément le Carrefour Nouveau Goudron, pour permettre la continuité du corridor depuis Yopougon jusqu'à Bergerville. Donc, pour parler un peu des perspectives, voilà, en termes d'infrastructures et de services de transport, ce qui est envisagé à court et moyen terme au niveau d'Abidjan. Et cela va avoir un impact sur la reconfiguration de l'offre de transport, puisqu'il va y avoir une réorganisation profonde des déplacements. Le métro qui va quitter Niamey jusqu'à Bergerville, avec une interface très importante au niveau d'Agamé, délégation entre le métro et le BRT Est-Ouest. Il y a également d'autres projets de BRT qui sont envisagés, notamment au niveau de Yopougon, sur le boulevard Alassane Ouattara. Nous avons déjà étudié sur une section de la Y4 qui vient d'être réalisée entre Cocody et le stade de Bempé, la réalisation sur le couloir central également d'une ligne de BRT. Il y a également sur la route du Zoo une étude qui est en cours pour la réalisation d'une ligne de BRT. Donc, il y a vraiment un master plan des BRT qui est en train d'être étudié au niveau de chaque ligne pour voir la possibilité de mobiliser des financements nécessaires pour leur réalisation. Mais déjà, pour la première ligne de BRT, la principale, qui part de Bergerville à Yopougon, les financements sont déjà acquis avec la Banque mondiale et les entreprises qui doivent réaliser déjà l'infrastructure ont été sélectionnées et elles sont en train de se déployer sur le terrain. Parallèlement, l'opérateur de cette ligne de BRT est en cours de sélection. Parce que cela, ça sera un partenariat public-privé. C'est l'opérateur qui va acquérir les autobus pour pouvoir exploiter. L'État réalise l'infrastructure, les stations et tout, mais c'est l'opérateur qui va acquérir les autobus pour exploiter cette ligne. Donc, le processus de sélection de l'opérateur en cours, avec sous la gouvernance de notre comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Donc, disons, d'ici juin, on devrait connaître cet opérateur qui va se prononcer sur les infrastructures à réaliser, notamment au niveau des stations, des designs, en fonction de sa façon de fonctionner. Voilà, donc voilà un peu, je ne vais pas aller plus loin, je vais déjà m'arrêter là. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Et puis bon, on verra pour la suite. Merci, Maro. Merci, mais ça donne un bon panorama du coup de ce qu'on peut imaginer du réseau futur, du coup, qui serait donc à partir de ces transports, de ces lignes de transport du coup plus massives que ce qu'on a aujourd'hui, et du coup des infrastructures après, donc avec ces pôles d'échange multimodaux qui permettront l'interconnexion donc entre ces transports massifs. J'imagine du coup le réseau de bus. Voilà, et les différents modes. En effet, du coup, cette planification globale qui est coordonnée donc, par la MUGA. Et du coup, me vient aussi donc, la question que je vais poser à Monsieur Latte. Dans ces perspectives, on sent que du coup, le réseau de bus va aussi prendre toute sa place du coup, dans tous ces transports. Et vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui on avait un petit peu ce problème un peu de service aux usagers qui n'était pas toujours facile de par les infrastructures. Là on sent qu'il va y avoir plus d'infrastructures, il va y avoir du coup ces pôles d'échange qui vont permettre du coup de pouvoir mieux avoir plus d'arrêts pour les usagers, etc. Vous, quelles sont les perspectives de la Sotra là-dedans, dans le futur? Et est-ce que vous avez aussi des projets à la Sotra pour les usagers et puis pour le développement aussi un peu du réseau, que ce soit à Abidjan ou peut-être ailleurs? Ok, merci. Écoutez, au niveau de la Sotra, nous nous réjouissons quand même de la réalisation de ces infrastructures. Mais comme il a si bien dit, ce sont des infrastructures qui profitent, dans un premier temps, aux opérateurs que nous sommes, pour nous permettre quand même d'avoir une bonne vitesse commerciale. Mais la réalité, c'est que
tout à l'heure, il parlait comment ça, du BRT, il parlait du métro, mais ce n'est pas la Sotra qui va les exploiter. Ce sont d'autres opérateurs. D'autres opérateurs. Et donc, en ce qui nous concerne Sotra, c'est vrai que nous aurons nos lignes traditionnelles, nous aurons quelques lignes qui vont encore être là, mais pour nous permettre d'avoir, de faire le rabattement, conformément au cahier des charges avec qui nous serons soumis, il va falloir réaliser des investissements aussi. Que peut-être ces voies de rabattement-là soient véritablement des voies dégagées de tout ce qui est embarras de la circulation. Que des feux intelligents soient implantés de sorte que lorsque l'autobus arrive, il puisse rapidement passer et donc arriver à temps pour que les usagers puissent emprunter les autres modes, pour que le système de transport à venir soit un système multimodal intégré avec des types de transport interopérables. En ce qui nous concerne, effectivement, nous avons des projets. La Sotra a des projets. Parce que dans l'immédiat, les bateaux-bus que nous avons ne sont pas des bateaux-bus qui répondent vraiment aux attentes des usagers. Et donc, il y a un projet d'acquisition de bateaux-bus de grande capacité. Il y a aussi le projet d'extension de la Sotra dans le Grand Abidjan. Donc, actuellement, nous desservons bien sûr Bassam. Nous desservons aussi, à Niama. Alépé est en vue, Songon c'est déjà fait, mais il reste à faire aussi Dabou, il reste à faire, Jacquesville, Azaguier. Et donc, progressivement, au fur et à mesure que les voies sont disponibles, on se déploie. Bien entendu, l'intérêt du pays n'est pas en reste. Après avoir ouvert le réseau de Boaké, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro, nous sommes sollicités par d'autres villes comme Man, comme Daloa, comme Bondoukou. Mais bien entendu, ça c'est un projet qui est piloté par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans nos missions, j'ai bien pris la peine de préciser que la Sotra transporte les populations dans les meilleures conditions de confort, de régularité et de sécurité et dans toute ville de l'intérieur du pays à la demande du gouvernement. Voilà. Donc, nous avons donc toutes ces missions-là. Mais la Sotra, c'est aussi le transport je vais dire, contractuel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons des entreprises qui nous sollicitent pour le transport des travailleurs, mais là, c'est à nos risques et périls. Voilà, c'est-à-dire, il faut que cette activité soit rentable. Donc, il y a une étude qui est menée pour déterminer le tarif auquel on peut les transporter. Et donc, progressivement, nous sommes en train de nous déployer pour, le transport de ces entreprises-là. On le fait déjà, mais aujourd'hui, avec la création de la filiale Sotra Tourisme, nous sommes beaucoup plus enclins à être vraiment professionnels sur ce segment de marché-là. Et puis, la Sotra, c'est aussi, la Sotra Industrie, avec le carénage, la rénovation d'organes et surtout le montage de mini-cars à Sotra Industrie. La Sotra, c'est aussi la formation avec l'Institut de formation au métier du transport, qu'on appelle communément l'Institut Sotra, qui, avec le financement de la Banque mondiale, est en cours de rénovation. Et donc, bientôt, on va ouvrir cette formation à la sous-région pour permettre à la Sotra quand même d'exporter son expertise, parce que nous avons l'expertise. Tout à l'heure, je vous parlais de l'organisation du réseau, c'est-à-dire lorsque l'État nous donne l'autorisation, nous avons la faculté de mener des études, organiser le transport public urbain, la mise en place d'un réseau de transport, comme nous avons fait à Boaké, à Korogo, à San Pedro, ainsi de suite. Donc, bref, nous avons vraiment un certain nombre de projets et, bien entendu, les moyens financiers ne sont pas extensibles à souhait. Donc, nous allons progressivement, mais sûrement. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup pour tout ça. On court un petit peu avec le temps. Du coup, je ne sais pas, je voulais quand même laisser un petit temps pour les questions du public. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions du public ou c'est bon? Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a une question alors? Ah, derrière, est-ce qu'il y a un micro pour...
Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Je me nomme Doumouya Adama, transporteur. J'ai un petit souci concernant les conducteurs en Côte d'Ivoire. Comment le panel peut organiser pour que les conducteurs puissent mieux vivre, mieux conduire sans stress sur les voies publiques? Par les conducteurs en Côte d'Ivoire, surtout précisément à Abidjan, les conducteurs sont beaucoup stressés sur le volant. Donc, comment remédier à ce problème? C'est ça ma question, merci. Merci pour la question. Je pense que M. Conan va vouloir répondre à votre question, donc je vais lui laisser la parole. Je pense qu'elle était très claire, je n'ai pas besoin de reformuler. Ok, merci. Déjà, il faut dire que le ministère des Transports, dans le cadre de la réforme des transports, a mis en place un document pour les conducteurs professionnels qu'on appelle le certificat d'aptitude de conducteur routier. Tout ça, c'est dans la perspective de renforcer les capacités du transporteur. Donc aujourd'hui, pour conduire, il ne suffit pas d'avoir seulement le permis. Et dans la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude, il y a un certain nombre de modules qui sont consacrés à ça. Ça, c'est, je dirais, en amont. Donc, quand vous avez le certificat d'aptitude de conducteur routier, maintenant, il y a des actions de sensibilisation permanentes qui sont faites. Il y a notre organisme de directeur de la sécurité routière qui est l'OSER, qui fait un certain nombre d'actions, de communication, de proximité envers cette cible de chauffeurs routiers qui sont effectivement très souvent stressés par la recette qu'ils doivent déposer à la descente à leur patron. Et souvent, ils prennent un certain nombre de risques inconsidérés qui amènent souvent à des drames que le ministère des Transports est souvent mis en lumière pour gérer. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'il y a le certificat d'aptitude de conducteur routier. Et le ministère des Transports, à travers la Direction générale des transports terrestres, mène un certain nombre d'actions pour amener les personnes à chercher à obtenir ce document-là. Précédemment, quand moi j'étais sur un projet, on a eu à former autour de 3500 conducteurs routiers. Mais là, c'était sur les conducteurs routiers de transport de marchandises. Aujourd'hui, le projet dont je parlais tantôt, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, le PMUA, financé par la Banque mondiale, est en train de former un certain nombre de chauffeurs de minibus, Baka et de Woro. Donc, il y a un certain nombre de contenus de la formation qui leur permet de pouvoir, je dirais, au plan sociologique, de s'adapter, de pouvoir gérer la question du stress. Parce que souvent, ils pensent qu'en ayant vite, en prenant des voies détournées, ils peuvent augmenter la recette qu'ils feront. Mais c'est faux. Parce que les conditions de circulation à Abidjan aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas circuler au-delà d'une vitesse. Et en prenant des voies détournées, vous vous retrouvez toujours dans le même embouteillage devant là-bas. Donc c'est mieux de rester dans la file et de ne pas être stressé pour rien que de prendre ces voies détournées et souvent aller créer des situations difficiles. Parce que par ailleurs, il y a un certain nombre qui prennent un peu des stupéfiants et autres. Aujourd'hui, vous avez une police spéciale de sécurité routière au niveau du ministère qui aide aussi à sensibiliser ces chauffeurs-là sur les bonnes attitudes à adopter dans la circulation. Voilà ce que je pourrais dire déjà par rapport à votre préoccupation. D'abord, il faut chercher à obtenir le certificat d'aptitude de conducteur routier. Cela permet de renforcer vos capacités et ça aide déjà à
à vous accompagner à avoir de bonnes attitudes dans la circulation. Merci. Madame. Ah, Vous aviez, ça répond à votre question? Du coup, je crois qu'il y avait une deuxième question. Oui. Oui, c'est pour ça. J'ai vu la main se lever. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Alors, je voudrais compléter le directeur en disant que le gouvernement agit sur 4 leviers principaux. Le premier levier, c'est la formation, qui a été relevé par le directeur tout à l'heure dans son argumentaire. Le deuxième volet, ce sont les investissements. C'est parce qu'on n'a pas assez de routes de qualité que souvent les usagers sont confrontés à emprunter la même voie. Donc le gouvernement est en train de travailler donc, à développer le réseau routier sur tout le territoire national et à faire en sorte qu'il soit bien entretenu. Le troisième volet, ce sont des réformes. Quand vous faites des investissements dans le secteur des infrastructures, il faut arriver à faire des réformes. Donc des réformes sur l'usage de la route, des réformes aussi sur les contraventions pour ceux qui vont commettre des erreurs, des difficultés. Alors, le quatrième levier sur lequel l'État agit, c'est la répression. La répression. Mais nous sommes rendus compte, quand on dit répression, on a beaucoup d'agents de forces de sécurité qui sont sur la route, bien sûr, qui délivrent les contraventions pour les faux usagers. Mais nous avons compris qu'il faut progressivement arriver à dématérialiser le système. Et c'est pour ça que vous avez vu le système de transport intelligent qui est déployé à Abidjan et le gouvernement a autorisé qu'il soit déployé sur l'ensemble du pays. Donc nous avons démarré tous les investissements sur les axes interurbains. Donc aujourd'hui, si vous vous rendez à Boaké, si vous rendrez bientôt à Noé, si vous rendrez à Bondokou, vous allez voir tous ces dispositifs-là sur les axes. Donc de sorte que l'usager qui se comporte mal puisse avoir des contraventions à payer. Donc voici tous ces leviers sur lesquels le gouvernement agit pour que le conducteur qui est professionnel, qui respecte le code de la route et qui n'a rien à reprocher, ne puisse pas être inquiété et qu'il puisse exercer son activité de façon libre et qu'il puisse être rémunéré sur la base de ce qu'il fait. Voilà ce que je voudrais dire pour ajouter donc, à l'intervention du directeur. Je vous remercie. Merci. Alors, bonjour à tous, je suis Mandia Faye, directeur de la mobilité et de la circulation routière au Sénégal. Alors, je voudrais juste intervenir rapidement sur la thématique globalement, sur la problématique du transport multimodal en Afrique. Aujourd'hui, la problématique qu'on a aujourd'hui au Sénégal et dans la plupart des pays, c'est une offre capacitaire. Quand on parle de multimodalité, on parle de diversité de l'offre. Aujourd'hui, les pays comme la Côte d'Ivoire vont dans ce sens-là, dans le cadre des projets de métro d'Abidjan, de BRT, de renouvellement de parcs. Je pense que c'est ces exemples-là qu'il faudrait suivre. Aujourd'hui, au Sénégal, nous, on a lancé le BRT, on a un TR qui marche, voilà, et qui marche très bien, mais on va aussi dans le sens de la restructuration du réseau de transport. Restructurer le réseau de transport en commun, c'est pouvoir mettre en place, prendre en compte les besoins, prendre en compte la demande et offrir aux usagers une offre capacitaire, une offre leur permettant de pouvoir aller et venir à n'importe quelle heure. Mettre à disposition un service d'information voyageurs leur permettant de pouvoir performer et de disposer d'une vitesse commerciale pour les transports en commun adéquate. Pour moi, la problématique majeure, je le dis, parce que pour moi, quand on parle de multimodalité, c'est par rapport à l'offre. Maintenant, ce qui serait très important à développer, et la réflexion devrait aller dans ce sens-là, c'est l'intermodalité. Aujourd'hui, voir comment est-ce que les différents modes ces différents modes de transport-là peuvent aller ensemble, peuvent se compléter sur un trajet. Et dans ce sens-là, aller de plus loin, aller dans le cadre de l'interopérabilité du système biétique qui va venir, qui est la suite de toutes ces étapes-là,
nous au Sénégal, on essaie d'anticiper, mais on a un problème majeur, c'est la structuration. Donc c'est des défis importants. Aujourd'hui, je suis venu à Abidjan. Je vois que ces problèmes-là sont déjà voilà, en partie réglés et vous êtes sur la bonne voie. Nous, on vous félicite et on espère suivre votre exemple pour pouvoir répondre et offrir à nos concitoyens une offre de transport performant, une offre de transport multimodal et intermodal. Je vous remercie. Vous voulez ajouter Oui, quelque chose. sur Oui, intermodalité, interopérabilité? c'est ça. Je voudrais remercier le directeur de la mobilité au Sénégal. Effectivement, comme il le dit, la question de la restructuration du réseau avec l'avènement des deux principaux modes qui arrivent est prise en compte. Et également, il y a une étude qui a été réalisée sur le financement du PMUA et qui a proposé un réseau restructuré de la Sotra, des minibus, parce qu'il y a certains axes qu'ils exploitent aujourd'hui avec la mise en exploitation du métro, de la ligne du métro et du BRT, ils ne pourront plus le faire. Ils seront plus compétitifs. L'usager qui est un consommateur rationnel, même sans interdiction, va aller vers le mode de transport qui lui assure une certaine rapidité, une sécurité, un confort garanti pour le prendre. Donc, il y a une étude de restructuration qui a été faite et les échanges sont en cours avec les différents opérateurs, notamment la Sotra et les opérateurs artisanaux. Et la question, comme il le pose très bien, la question de l'interopérabilité, l'intermodalité est également prise en compte. Il y a des études qui sont en cours sur même l'intégration des systèmes d'aide à l'exploitation est en cours d'étude. Parce qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre ces SAE des différents exploitants interopérables. Donc il y a le métro qui arrive avec son système d'exploitation. Il y a déjà la Sotra qui a un système d'aide à l'exploitation qui est opérationnel. Il y a l'opérateur du BRT qui va venir. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place tout un dispositif pour rendre tous ces modes de transport interopérables. Donc cette question est effectivement prise en compte dans les travaux de la MUGA. Merci. Merci pour la réponse. Merci à tous les deux pour les discussions qui étaient très intéressantes. Merci pour le public, pour les questions. Merci au directeur de cabinet adjoint. Merci au directeur de la mobilité du Sénégal. Voilà, je vais clôturer la session. Je pense qu'on est à peu près dans les temps en plus. Donc je pense qu'on a été fort et qu'on peut tous s'applaudir. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée.